Hervé Giacomoni, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à l'agence Info Libre. Avec vous, on va parler du virus Zika, de la dengue. On va parler aussi du moustique OGM Aedes aegypti. On va parler un peu d'insecticides. On va évoquer tous ces sujets puisque dans la lettre d'information et la lettre AIL numéro 10 que nous avons publié le mois de février, je renvoie les internautes à notre article qu'on a consacré à ce sujet. Avant de voir plus en détail ces sujets, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, alors je suis âgé de 52 ans, j'ai une formation euh, technique supérieure à l'ECE École Centrale. J'ai ensuite bien embrassé une carrière de chef d'entreprise dans la haute technologie et dans l'aéronautique, ce qui m'a mené à rencontrer de nouveau d'anciens amis médecins, membres de l'Académie des sciences de New York, et nous avons créé une société qui s'appelait Transpharma Industries, dont j'étais le directeur général pour le développement d'un insecticide et d'un pesticide 100% naturel et je serais tenté de dire 100% efficace, puisque nous avons été menés à mettre en place des tests in situ, notamment à l'île de la Réunion. Alors bien sûr, il y a eu des péripéties, on en parlera un petit peu plus tard, et par la suite je suis devenu cofondateur de Renactive, toujours à l'île de la Réunion, pour garder en quelque sorte un pied dans l'évolution des insecticides et garder, surtout rester informé de tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde concernant le traitement des différents vecteurs et fléaux qui peuvent toucher l'humanité aujourd'hui. On va en revenir avec la première question sur ce fléau, puisqu'on va reprendre le fil de l'actualité avec l'épidémie de dengue qui sévit actuellement en Amérique du Sud, qui est transmis par le moustique Aedes aegypti, communément appelé le moustique tigre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été les solutions envisagées initialement par les autorités pour éradiquer la maladie dans le continent? Et on en parle beaucoup au Brésil actuellement. Oui, alors ce moustique effectivement est un fléau parce que c'est lui qui est porteur de la maladie, hein. On parle de la dengue, on parle bien évidemment d'autres maladies qui sévissent dans les régions tropicales et subtropicales, même en fait dans le sud de la France, hein. On parle beaucoup du West Nile, on parle du chikungunya, hein, qui revient de temps en temps, et effectivement les solutions connues aujourd'hui pour entre parenthèses, essayer d'éradiquer le vecteur, c'est bien les insecticides, hein, dans un premier temps. Il n'y a que c'est l'une des possibilités, bien évidemment, pour lutter contre ce fléau. Il y a d'autres solutions aussi, ce qu'on appelle directement des modifications génétiques apportées pour le moustique, hein. Mais ces solutions ont été mises en place récemment, notamment au Brésil, hein. On parle beaucoup de ces insecticides, on parle beaucoup aussi de ces moustiques génétiquement modifiés pour essayer d'endiguer leur prolifération et puis surtout protéger la population de ces virus qui sont quand même des virus mortels. Alors c'est vrai que pour l'éradication du moustique, bon, c'est vrai que ça pose un problème puisque le moustique fait quand même partie de la chaîne alimentaire, donc on ne peut pas réduire à néant plusieurs milliards d'individus, bien évidemment. Des choses sont en place, des choses sont en développement. On parle effectivement d'un vaccin pour protéger de la dengue. On parle aussi de la recherche d'un vaccin pour protéger contre le Zika. Mais aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions concernant le virus du Zika, hein, et de sa pseudo comment dire, implication dans les maladies de microcéphalie, hein. On en a énormément entendu parler ces derniers temps, comme par exemple aussi la cause de ce virus qui pourrait engendrer des problèmes de malformation et des problèmes de développement par la suite, hein. Donc aujourd'hui, on est un petit peu à la croisée des chemins en termes d'information. Les scientifiques travaillent bien évidemment sur ces différents virus, sur les causes aussi de ces malformations. Donc on ne sait pas vraiment grand-chose aujourd'hui, hein. Les, Ce ne sont que des hypothèses, les hein. médias ont avancé notamment l'hypothèse, on l'a vu là dans certains médias ces derniers jours, que la microcéphalie serait le fruit des pesticides.
Alors oui, effectivement, bon, l'utilisation de la pyriproxyphène, qui est un organophosphoré de la famille des pyridines, c'est très simple, hein, c'est un perturbateur endocrinien. Donc ça va agir automatiquement sur les neurones, hein, sur l'acétylcholinestérase. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez technique, mais effectivement, donc ça va toucher directement le développement du fœtus. Hein. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui. On connaît le mécanisme. Maintenant, la cause, est-ce le pesticide? Est-ce le virus? On a une petite idée bien évidemment sur le pesticide, puisque de toute façon on sait très bien qu'aujourd'hui l'utilisation des pesticides et des insecticides sur cette base chimique pose des problèmes bien évidemment à haute dose, et on sait que notamment chez les agriculteurs céréaliers qui utilisent bon nombre de ce type de produits, présentent des malformations pour leur progéniture. Hein. Donc voilà, mais l'insecticide en fait c'est sur la même base, hein, et donc automatiquement on retrouve ces résidus dans les eaux usées, dans l'alimentation aussi. Et effectivement, ce qui est assez étonnant, c'est que les zones touchées sont proches de ces zones de traitement. Alors c'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs. Hein. Donc il y aurait effectivement une corrélation entre les deux phénomènes. Vous l'avez dit en introduction, vous avez été directeur général de Transforma Industries et vous êtes actuellement cofondateur de Runactive. Vous avez mis au point un insecticide bio, devrais-je dire deux, puisqu'il y a le Vexide et le Runseed. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces insecticides dans le détail, des premiers tests et des résultats que vous avez eus, et surtout de pourquoi aucun de ces deux produits n'a été commercialisé? Alors, ce sont des produits qui ont été mis au point en collaboration avec les docteurs Compras. Hein. Donc nous étions tous ensemble pour la mise au point de ce produit qui a demandé quand même plusieurs années. Donc c'est un produit qui est 100% naturel, qui est à base d'huiles essentielles, avec une formulation secrète bien évidemment, hein, qu'on ne dévoile pas comme ça. À partir de ce moment-là, nous avons réalisé tous les tests in situ à l'île de la Réunion avec les collectivités locales, la DRAS, avec les entomologistes, dans des conditions proches de la réalité, hein, dans un milieu sensible, hein, où il y a une faune, une flore très dense. Nous avons donc dans un premier temps enfermé les individus, donc les moustiques, hein, la Aedes aegypti, dans des cages, et nous avons effectué une pulvérisation comme dans la normalité, hein, comme selon un processus bien connu. Le résultat a été une mortalité à 100% sur le moustique adulte, sur la larve et la nymphe. Hein. Donc larve, nymphe et moustique adulte sont donc l'évolution normale de l'insecte. Sans dégradation sur l'environnement ou d'autres Alors espèces? voilà, donc le moustique a été tué à 100%, la larve aussi, et la nymphe, bien évidemment, la nymphe est toujours un peu plus difficile, un peu plus résistante, hein, à ce type de produits, qu'ils soient des produits chimiques ou des produits naturels. Ce qu'on a remarqué, bien évidemment, parce que l'importance dans l'usage de tout produit insecticide qui se respecte, c'est justement d'éviter de toucher la faune et la flore, à savoir d'autres insectes sensibles, comme les papillons ou les abeilles. Et là, dans notre cas précis, eh bien, seul le moustique a été tué pendant ce test, ce qui prouve que nous avons mis en point cette formulation qui va cibler l'individu à tuer, hein, en fait, à éliminer. Ce qui veut dire que aujourd'hui, tous les tests et résultats ont été positifs, et on peut dire qu'on a trouvé la solution idéale pour pouvoir réduire la population de ces moustiques et bien évidemment permettre surtout d'endiguer l'épidémie éventuelle de dengue, de chikungunya, Donc là, etc. on parle bien du Vexide. Hein. Alors c'est le Vexide et le Runactive, hein, donc ce sont à peu près les mêmes formulations, puisque donc il y avait un nom qui était déposé à une époque. Donc alors, bien évidemment, pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien,
on s'est aperçu que pour rentrer dans la législation européenne biocide, il fallait montrer patte blanche, bien évidemment. Il fallait surtout, par le principe de précaution, prouver l'innocuité de notre produit qui représente quand même 25 molécules. C'est important. Pourquoi 25 molécules? Aujourd'hui, on sait que l'utilisation des insecticides classiques chimiques, organophosphorés ou carbamates, donc sur la base de 2, 3, 4 molécules maximum, le problème c'est que le moustique, lui, va créer ce qu'on appelle la mutagénèse. Il va développer des résistances. Donc un traitement de ce type-là va être efficace pendant une année, voire 6 mois, mais ensuite donc le moustique va muter. C'est une mutation génétique tout simplement parce qu'il va s'adapter à ce type de produit. Et il va falloir recommencer dans 1 an, 2 ans. Mais effectivement, le temps de trouver une nouvelle formulation, la solution qu'ont trouvé les pouvoirs publics, tout simplement, c'est d'augmenter la dose. Donc si on augmente la dose, fatalement, on va peut-être probablement tuer le vecteur, mais on va aussi polluer d'autant plus avec des produits chimiques. Donc, nous, avec 25 molécules, on en a pour au moins 20 ans ou 30 ans de tranquillité, puisque le moustique lui faudra autant de temps pour commencer à développer la mutagénèse par rapport aux produits que nous avons mis au point. Oui, en fait, il développe une mutagénèse sur un produit, sur une molécule, et du fait qu'il y en ait 25, ça lui prendra beaucoup plus de temps pour développer une résistance. La combinaison est plus complexe. D'accord. Et au niveau, est-ce que vous êtes heurté à des difficultés au niveau administratif? Vous avez évoqué l'administration européenne. Comment ça s'est passé pour déposer le dossier, le brevet? Un brevet, c'est une chose. On est toujours assez suspicieux sur le dépôt d'un brevet parce que quand on dépose un brevet, on donne la solution. Les ingrédients, donc ça peut toujours se retourner contre son inventeur. Aujourd'hui, la Commission européenne, donc selon la loi 98 biocide, par le principe de précaution, impose aux découvreurs ou à la société qui veut déployer son insecticide de prouver par A plus B l'innocuité de son produit, c'est-à-dire de prouver molécule par molécule qu'il n'y a aucune interaction avec la faune et la flore, et qu'il n'y a pas de toxicité, etc. Donc c'est un coût. C'est un coût à peu près entre 10 000 et 20 000 euros par molécule quand même. Donc ça va chercher relativement loin. Et on a été confronté tout simplement à une sorte de modification instantanée en temps réel de ces réglementations. C'est-à-dire? Et lorsque l'on déposait un dossier, donc pour avoir l'autorisation biocide, ça changeait par miracle. On dit non, cette molécule-là n'est pas reconnue, il faut refaire des tests, il faut changer la formulation, que nous avons fait bien évidemment. Et à chaque fois que nous avions trouvé la solution qui répondait à leurs attentes, ça changeait encore une nouvelle fois. Donc on s'est posé la question de savoir si c'était pas voulu, si certaines firmes qui étaient derrière et qui étaient en relation peut-être avec ces organismes étatiques n'essayaient pas de brouiller un peu les pistes et de nous mettre les bâtons dans les roues. Alors qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? À force de faire, refaire et refaire, nous avons eu des problèmes de trésorerie, bien évidemment, parce que la trésorerie était exsangue à un moment donné, et il a fallu faire un choix, soit déposer le bilan, soit vendre notre solution à des firmes très connues qui auraient de toute façon utilisé ce produit, cette solution pour la mettre dans un tiroir. On en aurait plus entendu parler parce qu'aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est le profit. Donc ils vont continuer à utiliser des produits chimiques puisque c'est beaucoup plus rentable pour eux, ça coûte moins cher pour l'utilisateur. Mais voilà, le problème, c'est que l'efficacité aujourd'hui n'est pas à la hauteur des espérances. Oui, puis c'est un facteur de croissance, évidemment, que ça fait tourner la machine. Vous, en parlant de ces firmes, est-ce que vous avez subi des pressions ou des tentatives de corruption ou de pots-de-vin de leur part? L'intimidation, oui, bien sûr. On a eu beaucoup d'intimidation, bien évidemment. De toute façon, si à un moment donné, les banques nous ont plus suivis, c'est que soit ils ne croyaient pas à notre produit, pourtant, les preuves sont là, elles sont écrites. Il y a des documents officiels qui proviennent donc d'organismes territoriaux qui prouvent l'efficacité de notre produit. Il y a aussi l'entente interdépartementale de la démoustication donc en Méditerranée qui a fait les tests.
c'est écrit, voilà, il y a les résultats maintenant. Pour les valider et avoir l'autorisation de diffuser notre produit au niveau professionnel, c'est-à-dire de grande envergure, eh bien, Commercial, voilà, ouais. il faut la bénédiction de la Commission européenne biocide. Nous ne l'avons jamais eu. Dans notre article, on avait noté plusieurs choses, dont le fait que la firme française Sanofi Pasteur, on en a parlé au préambule de cet entretien, avait mis au point un vaccin contre la dengue, donc qui s'appelle le Dengue Vaxia, et que sa mise sur le marché, elle a été autorisée en décembre dernier pour une diffusion très récente, puisqu'on est au mois de février actuellement. Alors, est-ce qu'à votre avis, il y a eu une course entre d'un côté Oxitec, avec son moustique OGM, et Sanofi Pasteur avec son Dengue Vaxia pour imposer sa solution en premier? Est-ce qu'il y a une course à l'innovation? Alors dans ce domaine-là, il y a toujours une course. Ça, c'est connu. Maintenant, entre les laboratoires qui vont tenter de trouver un vaccin pour protéger de la maladie, pour se protéger de la maladie, et bien évidemment d'autres laboratoires qui vont tester des solutions pour endiguer la prolifération du moustique. Bon, ça a toujours été. Maintenant, il y a deux possibilités. C'est soit on trouve une solution pour traiter la cause, donc l'origine, plutôt l'origine, ou alors il y a une solution trouvée pour gérer la conséquence. La conséquence aujourd'hui, bah, c'est le virus. L'origine, eh bien, c'est le vecteur, donc le moustique. Alors, ça peut être complémentaire, hein, donc, et c'est ça aussi l'importance. Maintenant, qu'il y ait un caractère de compétition, bien évidemment, puisqu'il y a des sommes colossales derrière qui sont engagées. Bien sûr, il y a un retour sur investissement, donc des bénéfices. Ce sont quand même des sociétés qui fonctionnent. Aujourd'hui, on sait que le marché de l'insecticide, c'est 48 milliards d'euros. Tout le monde essaye de se partager le gâteau plus ou moins intelligemment. Et Oxitec a donc créé son moustique génétiquement modifié. Il faut préciser que c'est la première espèce modifiée génétiquement commercialisée. Absolument. Alors, ils ont fait des premiers tests en 2009. Hein, donc, c'est un moustique qui est dépendant à la tétracycline. Donc, si on le... Qui est un antibiotique très répandu. Très répandu. Et on va expliquer pourquoi ça pose problème. C'est que, alors, ce moustique, lorsqu'on le prive de cet antibiotique, eh ben, il va mourir au niveau de son développement. Le problème, c'est que la tétracycline est effectivement un antibiotique très répandu dans le monde, utilisé dans le domaine animal et dans le domaine humain. Et ben, le problème, c'est qu'on le retrouve dans les eaux usées. On le retrouve un petit peu partout. Et en Amérique du Sud, il y en a des eaux usées. Il y en a des eaux usées, bien sûr, il y en a énormément. Le problème, c'est que le moustique, il va aller pondre ses œufs dans les eaux usées et il va trouver l'aliment dont il a besoin, à savoir la tétracycline. Donc, ça n'a servi strictement à rien. La modification génétique est un échec. Donc, ce qui veut dire que ça a eu un coût. Alors, effectivement, on peut lire dans les publications que ça représente plusieurs années de recherche quand même. C'est un petit peu, on va dire, dommage d'en arriver à cette constatation, mais bon, voilà. Hein, donc, pour nous, c'est un échec. Alors, nous, on avait vu, excusez-moi de vous couper, on avait vu dans nos recherches, en fait, que les recherches, elles avaient été faites en catimini, en clandestin, et qu'il n'y en avait pas eu tant que ça, en fait, que le moustique avait été disséminé sans avoir de réels résultats et sans être vraiment sûr de l'efficacité du procédé. Je ne sais pas ce que vous avez comme information de votre côté. Alors, on sait que ce moustique génétiquement modifié est apparu en 2009 et qu'en 2009, donc, des tests ont été réalisés en Californie. Le problème, c'est qu'on n'a aucune publication, on n'a aucun résultat de ces tests. On n'a pas d'informations à ce niveau-là. Alors bien sûr, quand on est devant un caractère d'urgence, puisque on sait très bien qu'au Brésil va se dérouler les Jeux Olympiques cette année, donc c'est un caractère d'urgence et effectivement, alors là, les lobbies se mettent en route automatiquement. Donc ces laboratoires qui ont peut-être des interconnexions avec d'autres entreprises financières, commerciales, etc., on connaît un peu le principe, se sont placés.
ont lancé leur produit et maintenant, le résultat, on le connaît malheureusement. On va voir ce que ça va donner dans les mois à venir, mais ce ne sera pas quelque chose d'extraordinaire. Concernant le vaccin pour la dengue et le Zika, on sait qu'il y a eu les premières injections qui ont été effectuées au mois de décembre. C'est encore trop tôt pour avoir un retour efficace sur, bien entendu, ce type de vaccin. On ne connaît pas encore, on n'a pas suffisamment de recul par rapport à ça. Donc nous verrons bien. Mais est-ce que ce sera suffisamment efficace? Est-ce que ce sera pris à temps avant, bien évidemment, l'arrivée des Jeux Olympiques qui perturbent beaucoup de monde en ce moment? Et question suivante, pour revenir sur Oxitec. Les responsables d'Oxitec affirment que le processus donc, de dissémination du moustique OGM est réversible. Est-ce que vous partagez cette affirmation? Réversible, oui, parce que les individus, on sait qu'aujourd'hui que les individus qui ont été lâchés dans la nature vont mourir, bien évidemment. Lorsqu'ils vont procréer, la femelle, il y aura certainement un pourcentage de mortalité au départ, ça c'est évident, mais bien évidemment avec la tétracycline que l'on retrouve dans les eaux usées, c'est a priori réversible, bien évidemment. Maintenant, on ne sait pas exactement, lorsque l'on veut jouer à Dieu, lorsqu'on veut modifier la génétique, et ça c'est vrai qu'on revient toujours à cette histoire d'OGM et autres. Il y a des associations de veille citoyenne qui tirent le signal d'alarme, et très justement parce qu'on n'a pas suffisamment de recul non plus pour savoir s'il y a des effets indésirables, s'il y a des risques de contamination, de développement d'autres choses. Aujourd'hui, on ne sait pas si par exemple un Brésilien, lorsqu'il sera piqué par ce moustique génétiquement modifié, va peut-être se transformer en quelque chose. Non, sans rentrer dans des délires de science-fiction, ouais. Film science-fiction. Bon, je pense pas que ça aille jusqu'à là. Par contre, le risque, c'est effectivement associer un organisme génétiquement modifié avec, par exemple, des insecticides de ce type-là vont peut-être créer une mutagénèse aussi, mais peut-être différente de ce qu'on connaît, et peut-être aussi que le virus transporté risque peut-être lui aussi de muter. On n'a pas de recul par rapport à ça. Quand on joue à l'apprenti sorcier, il peut y avoir des risques. Justement, en parlant de ce sujet, toujours dans notre article de la lettre à Yale du mois de février, on a émis l'hypothèse d'un lien entre la dissémination du moustique OGM Aedes aegypti, le moustique tigre, et simultanément, on a cru observer l'apparition du virus Zika en Amérique du Sud, alors que ce dernier, il n'était pas présent en Amérique du Sud, on le retrouvait auparavant, en tout cas au fil de nos recherches, on a vu qu'il était plutôt observé en Asie et en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de ce possible lien, de cette hypothèse qu'on a formulée, donc, entre la modification OGM du moustique Aedes aegypti et l'apparition du Zika en Amérique du Sud? Alors on sait que les scientifiques colombiens et argentins n'ont pas, à leur niveau, détecté de lien de cause à effet entre le virus du Zika et les malformations que l'on connaît aujourd'hui. On sait que le virus du Zika a été lui aussi génétiquement modifié, pour des raisons, pour la recherche généralement, puisque dans les laboratoires de recherche ont toujours pour objectif de voir comment le virus va évoluer. Alors effectivement, on va provoquer des mutations génétiques pour ce virus pour voir comment il va se comporter. Est-ce qu'il va développer une mutation? Est-ce qu'il va évoluer? Bon, ça c'est la règle, dans la biologie c'est la règle. Maintenant, si le cas est étrangement localisé dans cette région et par ailleurs, on peut se dire qu'il y a une interférence entre l'insecticide et le virus. Mais on a plus aujourd'hui, ça reste encore une hypothèse parce qu'il faut faire des recherches Tout à fait. un peu plus poussées dans ce sens-là, mais aujourd'hui on se dirige plus vers le pesticide qui serait la réelle cause. Parce que de toute façon, pesticides et insecticides, on sait très bien que ça agit sur le développement du vivant, quel qu'il soit, que ce soit insecte, que ce soit humain, que ce soit animal, automatiquement. Donc on connaît les résultats malheureusement, et c'est pour ça qu'il y a eu des substances qui ont été interdites, notamment chez nous en Occident, en Europe précisément, et qui sont encore utilisées dans ces pays-là. C'est-à-dire qu'on continue à empoisonner le monde. Laboratoire géant.
Voilà, mais c'est toujours pareil, tout tourne autour du profit et on préfère mieux sacrifier quelques dizaines de milliers de personnes, d'une part pour le profit, en sachant pertinemment que le produit est dangereux. Bon, les organismes génétiquement modifiés, on met toujours un bémol sur la véritable efficacité par la suite et surtout, on parle beaucoup moins des risques Mhm. apportés à ces modifications génétiques. Encore une fois, quand on se prend pour Dieu, à un moment donné, on a un retour du bâton très vif. Et c'est là où il faut faire attention. Alors, faire des essais comme ça, grandeur nature, alors, quand j'entends ça, j'ai des frissons dans le dos, dans le Mhm. sens où ça peut être catastrophique. On peut déclencher des épidémies autres. Enfin, c'est très très nébuleux tout ça. C'est très Mhm. très nébuleux. Et on sait qu'aujourd'hui, certains produits ont été utilisés dans différentes armées pour mettre en place des armes biologiques. Il ne faut pas l'oublier ça. Donc, que ce soit aussi bien chimique que génétique. Donc les tests grandeur nature sont une réalité, hein. Ça existe. Oui, ça existe, tout à fait, ça existe. Alors maintenant, avec les pouvoirs publics locaux, bon, s'ils sont d'accord, c'est une chose. Après, ils prennent leurs responsabilités. Maintenant, le problème, c'est de maîtriser ce genre Mhm. de tests et d'éviter tout débordement ou toute évolution qui pourrait porter préjudice aux vivants, tout simplement, hein. Un petit mot, oui, parce que vous avez lu notre article sur le moustique OGM. Qu'est-ce que vous en avez pensé, hein? Un petit mot. Ah bah c'est un article très bien fait, vous avez récupéré d'excellentes informations, c'est pertinent. Malheureusement, ce n'est pas assez relayé par la presse et les médias classiques entre parenthèses, puisque c'est vrai que bon, la presse aujourd'hui, malheureusement, et on le sait de plus en plus, c'est tenu par Hmm. ces firmes, par Les intérêts ces d'argent, ouais. oligarchies, des intérêts, etc. Bon, On encore a vu, récemment, on a entendu des témoignages de certains journalistes qui se plaignent qu'on essaye de leur clouer le bec. on a vu ce qui est arrivé à Élise Lucet, là, sur son dernier reportage de Cage Investigation. On n'est plus sur les pesticides, mais bon, comme vous l'avez dit, ça se rejoint un peu. Tout ceci est Bien sûr que ça se connecté. rejoint. Tout ce petit monde se rejoint en réalité, hein. Ce sont des firmes, des multinationales qui brassent beaucoup d'argent et qui sont prêts à dépasser certaines limites pour éviter que certaines informations ne filtrent. Alors les limites, on sait ce que c'est, hein, malheureusement, Mhm. hein. Donc le cas d'Élise Lucet, pour nous, en est un, effectivement. Je pense que le fait de ne plus l'avoir depuis une quinzaine de jours maintenant prouve qu'il y a eu des pressions. Mhm. C'est évident, parce que Madame Lucet n'est pas le genre de personne à accuser le coup de cette manière-là et à accepter de se taire quand des réalités qui crèvent les yeux, à la limite, sont des dangers pour l'humanité tout entière. On renvoie les internautes s'ils veulent avoir davantage d'informations et d'analyses sur le virus Zika, l'OGM, le moustique OGM et la dengue, à notre article donc de la lettre numéro 10. Voilà. Dernière question, oui, alors ça c'est quelque chose qui a fait le buzz ces derniers jours. On a beaucoup vu cette information, ces screens reliés sur les réseaux sociaux. Puisque si on se connecte sur le site de l'American Tip Culture Collection, on a fait nos recherches, donc ça semble être un fournisseur mondial de micro-organismes, on constate que le dépositaire du Zika, entre autres, il y a plusieurs informations sur ce site, c'est la Fondation Rockefeller. Alors, juste dans un premier temps, est-ce que vous connaissez l'existence de ce site? Parce que, enfin, moi, quand je suis tombé là-dessus, j'ai été très méfiant, parce qu'on on peut, sur ce genre de site, acheter le virus moyennant rétribution, et pas uniquement le virus Zika, notamment d'autres virus. Déjà, est-ce que vous connaissez ce site? Est-ce que ça existe bien? C'est pas un fake? Il existe des sociétés qui vendent des virus, oui. Bon, c'est-à-dire qu'ils le vendent, ils le cèdent, ils le vendent entre laboratoires pour la recherche fondamentale, pour trouver des solutions à d'éventuelles pandémies, épidémies, etc. Bon, ça se fait, ça. Entre laboratoires, ils s'échangent des virus. Maintenant, de dire que on peut, le commun des mortels, comme vous et moi, si demain on pouvait acheter des virus, ce serait très grave. Mhm.
puisqu'aujourd'hui l'actualité, bien évidemment, on parle beaucoup de terrorisme, ça voudrait dire que l'État islamique pourrait acheter des virus à ces gens-là. Mm. Donc l'information mérite d'être vérifiée et d'être contre-vérifiée, bien évidemment, puisque, à mon avis, à ma connaissance, je ne vois pas qui pourrait acheter comme ça, sans montrer patte blanche, un virus qui pourrait être mortel pour Donc, l'homme. il faut prouver, il faut montrer des documents, prouver qu'on fait bien partie d'un laboratoire, que c'est pour la science. Bon, éventuellement, il faudrait faire le test, nous deux, d'essayer de l'acheter directement sur le site, mais de ce que vous dites, c'est pas possible, hein. On On est bien pourrait, non, d'accord. les bactéries, etc., oui, parce qu'on utilise des bactéries, notamment pour multiples raisons. Bon, je sais que par exemple, pour le moustique, on va rester un peu dans ce domaine-là. Je sais que l'EID, l'entente interdépartementale de la démoustication, a mis en place justement un larvicide biologique. Hein. Donc c'est une substance active, alors bon, pour vous donner le nom, c'est le Bacillus thuringiensis. Donc effectivement, on achète des bactéries auprès de laboratoires. Ça, c'est connu. Ça pose aucun problème. Qu'est-ce qu'il faut montrer, bah, vous dites faut montrer patte blanche, mais qu'est-ce qu'il faut avoir comme accréditation? Qu'est-ce qu'il faut montrer comme document pour pouvoir se munir de ce genre de Ah bah, micro-organismes? disons que c'est au niveau étatique. D'une D'accord. part, il faut avoir une accréditation, effectivement, comme quoi nous sommes un laboratoire reconnu. On peut utiliser ce type de produit pour la recherche ou le développement, par exemple, dans les fruits et légumes. Une bactérie va servir à tuer un parasite, vous voyez, des choses comme ça. Ça se fait Mhm. régulièrement. Maintenant, voilà, effectivement, il faut montrer quand même qu'on existe, qu'on est une structure sérieuse et que bon, ça se fait pas comme ça non plus. Hein. Alors, surtout pour les virus, il faut avoir aussi, on doit passer par le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, etc. Donc, Même dans c'est le cas d'un échange privé, puisque, je le répète, c'est l'American Tip Culture Collection, c'est une entreprise privée, c'est le fournisseur mondial de micro-organismes, donc même le scénario selon lequel quelqu'un ou un laboratoire puisse acheter le virus moyennant donc 500 euros et le propager sciemment, c'est pas sérieux comme scénario, c'est moi, pas envisageable. ça me semble pas du tout réaliste. Hein. Ça me D'accord, semble pas sérieux du tout, parce que d'accord. bon, encore une fois, on peut pas laisser une arme létale de grande envergure entre les mains de n'importe qui. Aujourd'hui, je dirais notre plus grand ennemi, c'est le moustique. Oui, parce que c'est le premier. On C'est parle beaucoup des attaques de requins et d'autres animaux, mais le premier animal, on va dire, mortel pour l'homme, c'est le moustique. oui, le moustique est l'ennemi public numéro un aujourd'hui, puisque ce sont des milliards d'individus qui sévissent dans le monde entier, dans les régions tropicales, subtropicales. Chez nous, partout, on trouve le moustique. Chaque été, dans les endroits humides, on est constamment embêté par cet insecte qui va nous piquer, etc., et qui peut nous transmettre des maladies mortelles. Donc c'est le paludisme, c'est le chikungunya, c'est la dengue, le West Nile, le Zika à présent. Euh, Aujourd'hui, c'est un combat qui existe depuis de très très nombreuses années, notamment en Afrique, en Amérique du Sud. Mhm. Et le gros souci, c'est qu'avec ce réchauffement climatique, parce qu'il y a quand même un réchauffement qui est en train de se produire, on gagne 0,5 degrés, bon, même toute cette maladie-là, donc ça va venir à un moment donné chez nous. Son moyen de transport au moustique, bah, c'est l'avion. Mhm. C'est l'avion, il peut être en soute, il peut être dans un bateau, il peut être... voilà, il peut arriver par ces différentes manières. Mais aujourd'hui, le moustique, c'est l'ennemi public numéro un, c'est le fléau principal qui crée un taux de mortalité colossal. Le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en continuant aussi à utiliser des produits chimiques pour des raisons de coût, mais avec une efficacité douteuse, c'est que non seulement on va essayer de tuer le moustique, bien entendu, qui est le vecteur de ces maladies, mais aussi on va nous tuer indirectement parce que ce sont des molécules dangereuses pour l'homme. Et qu'aujourd'hui, la course au profit va nous précipiter dans une logique d'autodestruction. Si on n'a pas compris ça très vite, c'est-à-dire dans les années à venir,
qu'il faut utiliser des produits naturels, même s'ils sont plus coûteux, bien évidemment, puisque les produits naturels, eh bien, il y a, quand on va à la source chercher, par exemple, des huiles essentielles ou autre chose, c'est un coût supplémentaire, hein, c'est multiplié par 5, par 10, c'est évident. Eh bien, il va falloir quand même s'apprendre à gagner moins, mais pour vivre mieux, et plus longtemps, et en bonne santé. Je pense que c'est ça aussi qui est très important. C'est vrai que quand on multiplie les difficultés, à un moment donné, ça se transforme en une bombe, en fait. Hein. Donc, ça devient, on rentre dans une situation explosive. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que plus personne va contrôler quoi que ce soit. À force de mettre un élément par-ci, un élément par-là, sans savoir exactement ce qui va se passer. Le risque, il est là. Aujourd'hui aussi, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va faire une action d'envergure. Voilà, on va dire, voilà, on est là, on met quelque chose en place, etc. À savoir si ça fonctionne ou pas derrière. L'objectif qu'ont ces gens-là, qu'a le Brésil, bien évidemment, on comprend bien pour la raison évoquée les Jeux Olympiques de 2016, c'est qu'ils ont besoin de rassurer. Donc, ils mettront tout en œuvre pour rassurer la population. Peu importe le résultat. On a bien vu pour le mondial de football ce qui s'est passé. Hein, c'est vrai, quand on revient un petit peu sur les événements, donc sur la pauvreté, etc., ils ont tout fait pour que on ne voit pas la pauvreté, qu'on jusqu'à même parfois utiliser, on va dire, des pratiques à la limite du soutenable. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société d'apparence et que on essaye de mettre en place des solutions. Moi, j'appelle ça c'est mettre un pansement sur une jambe fracturée. Voilà, par exemple, on va mettre un pansement sur un barrage qui est prêt à céder, vous voyez. Donc c'est un petit peu ça, moi c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va se précipiter absolument pour dire on a trouvé la solution, tout va bien, ça va aller, et ils feront tout pour justement étouffer la réalité, hein. Ça faut pas se leurrer, hein. C'est une pratique classique dans ces pays-là, hein. On le fait aussi en Europe, mais enfin un peu plus intelligemment, malheureusement. Et le mot de la fin, Hervé Giacomoni? Je dirais que le mot de la fin aujourd'hui, c'est que le soleil doit briller pour tout le monde, puisque nous, à notre niveau, nous ne sommes pas les seuls à avoir découvert ce type de procédé. Les docteurs Campras, avec qui j'ai travaillé, qui sont âgés maintenant, ont fait d'autres découvertes par le passé, bien évidemment, pour essayer de trouver des solutions à la maladie, entre autres. On essaie de trouver, il y a des solutions qui ont été trouvées pour améliorer notre quotidien, améliorer l'avenir. Pardon, je pense qu'aujourd'hui, il est très important de penser nature, de penser à des solutions écologiques, bien évidemment. Et ça, on n'en parle pas assez, hein, même au niveau des écologistes. Hein, aujourd'hui, ils passent à côté de choses... bref, voilà, sans rentrer dans le détail, parce que ce serait long. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de s'informer, d'échanger. On a un outil extraordinaire, c'est Internet, les réseaux sociaux, etc. Attention, cependant, à bien vérifier et faire attention aux informations qui circulent, qui sont parfois des informations contradictoires. Alors ça, je le dis souvent, je le répète, même au niveau de certaines organisations dont je me suis rapproché de Mobilisation Générale, par exemple, qui regroupe des gens intelligents, comme des gens aussi connus comme Pierre Rabhi, avec l'association des colibris, l'éveil. Incroyable comestible, il y a aussi Cocopelli. Voilà, je reviens là-dessus souvent. Ce qui est très important, c'est de communiquer, d'échanger, de s'informer et de se rapprocher de gens qui savent, qui proposent des solutions qui vont aller dans le sens de l'évolution normale de notre civilisation, de la faune, de la flore. Il faut arrêter de croire souvent ce que ces grosses firmes veulent nous faire avaler comme couleuvre à longueur d'années et à longueur de temps, tout en empoisonnant le monde dans lequel ils sont. C'est le drame aujourd'hui. On peut arriver à changer le monde et faire en sorte que tout le monde puisse vivre bien, tout simplement. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Les solutions existent. Voilà, on aurait pu dire, on laisse tomber le
projet d'insecticide, il est toujours là, hein. Nous on l'utilise à notre niveau. Quand on nous demande de faire une fabrication, on le fait avec grand plaisir. Bon, pour le milieu domestique, c'est autorisé bien évidemment. C'est ensuite au niveau de grande envergure, au niveau professionnel, pour de grandes pulvérisations, là ça devient plus compliqué. Là on nous met les bâtons dans les roues parce qu'on touche tout simplement à un marché qui rapporte beaucoup d'argent. Voilà, donc il y a des clivages, c'est comme ça, et donc il y a un choix à faire dans la vie, et que si on voulait vraiment s'enrichir de notre côté, on aurait vendu le brevet, et puis là on serait en ce moment en train de se faire bronzer dans les îles. C'est terrible à dire, mais c'est pourtant la réalité. Est-ce qu'on veut être corruptible ? Est-ce qu'on veut rentrer dans le système et puis fermer les yeux et accepter de voir les gens mourir parce qu'on connaît très bien les résultats de ce type de produit ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux et il faut se réveiller et il faut dire stop. On finira sur cette note éthique et morale. Hervé Giacomoni, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et en espérant vous revoir très bientôt. Je renvoie les web auditeurs qui souhaitent justement se rapprocher de gens comme vous ou d'autres initiatives à consulter le forum qui sera sorti, je pense, au moment où la vidéo sera sortie. Voilà, c'est par ce genre d'initiative qu'on pourra partager l'information, faire en sorte que tout ça circule et se mettre en contact les uns les autres. Hervé Giacomoni, merci. Merci à vous et surtout, restez libres.